Le Luxembourg pourrait-il être un des pays les plus malheureux au monde? Eh bien, selon le Happy Planet Index, ou indice de planète heureuse, oui, absolument. Cet indice très sérieux mesure la capacité des pays à fournir des vies longues, heureuses et soutenables à leur population, et place le Luxembourg en avant-dernière position mondiale, devant le Tchad et derrière le Togo. Mais je vous rassure, inutile de vous jeter sur les paquets d'antidépresseurs. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que pour un pays riche comme le Luxembourg, si l'on inclut l'empreinte écologique dans les mesures de bonheur, le Grand-Duché se retrouve en queue du peloton mondial. Augmenter les liens entre bien-être et durabilité est donc primordial pour une prospérité à long terme. Et nous voulons vous présenter aujourd'hui deux approches complémentaires de comment augmenter ce bien-être de manière durable. L'écomobilité et les corporate gardens ou jardins en entreprise qui tous deux concernent votre quotidien et votre lieu de travail. Peu de sujets sont aussi intimement liés à notre vie quotidienne que la mobilité. Elle est le centre nerveux, le chef d'orchestre de la vie urbaine et de nos économies. Il suffit pour s'en convaincre de voir l'effet du confinement. Centres urbains vides, villes carrément fantômes. On voit bien que plus que les routes ou les infrastructures, c'est donc le facteur humain qui influence la mobilité. Ce sont nos comportements. Et c'est justement notre usage excessif de la voiture qui pose problème, car son coût sociétal est colossal. La pandémie nous a fait prendre conscience d'un bien commun inestimable, l'air que nous respirons. Vivre sans masque, quel bonheur, non? Or, la pollution atmosphérique en ville, c'est 400 000 morts prématurées en Europe chaque année. 7 millions au niveau mondial, c'est colossal. Car notre mobilité repose à plus de 90% sur la combustion de produits pétroliers. C'est de loin notre principale source de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas tout, se déplacer seul en voiture n'est pas seulement mauvais pour la planète, c'est aussi mauvais pour les affaires. 270 milliards d'euros par an en Europe seraient gaspillés dans les embouteillages. 3% du PIB au Luxembourg dilapidé dans les bouchons quotidiens. Les conducteurs signalent aussi des niveaux de stress supérieurs aux utilisateurs des transports en commun. Et la productivité des travailleurs pourrait même augmenter de 30% par un retour à un trafic fluide. Donc notre manière de nous déplacer n'est pas une décision anodine, c'est en fait la principale décision climatique que nous prenons quotidiennement. Donc, face à la hausse des températures et au dérèglement climatique, nous aurions tous collectivement intérêt à réguler notre usage de l'automobile. Oui, mais voilà, il y a un bel obstacle. Notre comportement irrationnel quand il s'agit d'intérêts collectifs par rapport à la poursuite de l'intérêt individuel. Nous sommes focalisés sur notre bien-être à court terme, quitte à mettre en danger l'ensemble de la population. Eh bien, les économistes ont un nom pour décrire ce phénomène, c'est le dilemme du prisonnier. De quoi s'agit-il? Imaginez deux criminels notoires, on va prendre par exemple Bonnie et Clyde. Ils sont arrêtés et isolés dans des cellules séparées. Et la police fait à chacun le marché suivant. Tu as le choix entre dénoncer ton complice ou le couvrir. Si tu le dénonces et qu'il te dénonce aussi, vous prenez chacun 5 ans ferme. Si tu les dénonces et que ton complice par contre te couvre, toi tu seras remis en liberté, mais elle ou lui prendra le maximum, c'est-à-dire 10 ans, et inversement. Enfin, si vous vous couvrez mutuellement et refusez de vous dénoncer, la peine sera minimale, 6 mois, faute d'éléments au dossier. Dilemme plus que cornélien, où la tentation de trahir le complice est habituellement la plus forte. Pourtant, si chacun raisonne de manière égoïste, on est habitué à une situation mauvaise pour tout le monde, 5 ans ferme. Si les deux suspects s'entendent par contre et collaborent, ils s'en tireront beaucoup mieux, seulement 6 mois. C'est l'exemple typique de conflit entre un comportement égoïste et un comportement altruiste. Très belle histoire, me direz-vous. Mais en quoi cela s'applique à mes déplacements quotidiens? En mobilité, c'est la même chose. Si chacun agit selon ses propres intérêts, il le fera au détriment de l'intérêt de tous. Si je prends ma voiture pour me rendre au travail, j'agis dans mon intérêt personnel, mais contre le bien collectif qui pourrait être de préserver une bonne qualité de l'air. J'agis comme le prisonnier, sans savoir ce que fera mon voisin. Pourquoi devrais-je prendre le train ou le bus si mon voisin, lui, prend son SUV flambant neuf? C'est donc compliqué. Quand on se déplace, on attend que ce soit les autres qui fassent les efforts. Et c'est exactement ce comportement non coopératif qui est responsable de l'impasse actuelle de mobilité. À cela s'ajoute un autre facteur important, l'habitude, source d'automatisme. Nous ne nous demandons pas le matin « quel moyen de transport je vais bien prendre aujourd'hui ?» Non. Nous sommes tous d'accord que le changement est nécessaire, mais ne rien changer, suivre notre routine est le mode par défaut de notre cerveau. Alors quelle est la solution? Eh bien, aucune. Ou plutôt, il n'y a pas une solution miracle, pas de baguette magique, mais des solutions. La clé étant d'encourager les personnes à coopérer. Et nul lieu n'est plus favorable pour cela que le lieu de travail.
L'entreprise, par exemple, c'est le terreau fertile pour développer le mode collaboratif, favorable à une mobilité moins centrée sur la voiture. Pourtant, des chercheurs américains de l'Institut McKinsey ont démontré que les programmes de changement en entreprise échouent dans 70% des cas, et pour deux raisons principales. Le manque de soutien de la direction, d'accord, mais surtout la résistance des employés au changement. Car oui, le changement ne se décrète pas, c'est une expérience personnelle, un processus que l'on peut par contre favoriser et accompagner. Quand une entreprise et ses employés sont accompagnés, le taux d'adhésion au covoiturage atteint les 15%, alors qu'il reste très bas, 2 ou 4%, si on laisse les choses dans leur état naturel. Et le Covid dans tout cela, me direz-vous? Eh bien, la crise sanitaire nous a fait adopter de nouvelles manières de travailler et de nous déplacer, ou de ne pas nous déplacer d'ailleurs, et apporte à la fois des menaces et des opportunités à la mobilité. Ce n'est peut-être pas un hasard si en chinois le mot crise, pardonnez la prononciation, se dit weiji. Wei signifiant danger et ji signifiant force motrice. Car il est prouvé que les personnes sont plus susceptibles de modifier leur comportement et leurs habitudes lors d'une perturbation forte, comme un changement d'emploi ou un déménagement. Eh bien, ce sont ces moments privilégiés où les employeurs peuvent et doivent agir pour améliorer la mobilité des employés. Proposer des incitations financières, mettre en place des offres complémentaires, comme le covoiturage, le parking mutualisé ou des vélos partagés. Nous avons d'ailleurs chez IMS Luxembourg publié un guide des options possibles et des bonnes pratiques d'écomobilité en entreprise, car c'est là que le changement peut opérer. Nous n'avons donc pas besoin de transformer la mobilité pour rendre nos villes plus durables. Nous devons changer notre état d'esprit, notre manière de l'appréhender. Ne vous demandez pas ce que le gouvernement ou la ville pourrait faire pour améliorer la mobilité. Demandez-vous quelle pourrait être votre contribution. Le message clé est donc une solution collective, et c'est vous. Indeed, it is you that has the power to make the necessary changes. But those changes do not necessarily have to imply a limit in your way of life if you want to effectively fight climate change. But rather, it is a new opportunity, bringing something that you are naturally attracted to. For example, nature. This might sound a little bit simplistic, but bear with me a second and think a little bit about what urban farming might do for you and what you can do to have it. According to the biophilia hypothesis by the world-known biologist E.O. Wilson, humans have an innate tendency to have a connection to nature and the natural world. In short, everybody loves nature and in some way or another seeks for it. You just have to look at your neighbors, those that had to telework and to stay confined at home, to realize that during this COVID pandemic, people have been taking a little bit more care of their gardens and have been planting a little bit more often. As you can see, articles have emerged and studies have been conducted that underline and show the people's willingness and appreciation towards nature during this pandemic. I myself, I had only one cactus at home, and now I have already 2 big avocado plants, 1 aloe vera, and my small garden doesn't look like a dried out wasteland anymore. In the Grand Duchy, the subject is being treated as a priority, as it is the first country in the world that plans an official national strategy for urban farming, positioning the country as a real living lab, a sort of pilot project, composed by many different projects at the national level in order to identify potential issues, incentives, in general, to help to make it possible for everyone to engage in urban farming. The potential to put in place innovative urban farming projects in Luxembourg is therefore great. It would help to mitigate the effects of climate change, among other things, within the urban environment, and its attention and interest is gradually rising within the Luxembourgish public actors, as well as within the private sphere. Now let me focus a little bit about urban farming within the private sphere, which is pretty much our bread and butter at our current occupation as project managers at IMS. Let us underline the importance of companies to understand the advantages of investing and integrating green spaces within their working spaces. As I mentioned before, we want to be surrounded by nature, and what better place to do that than within our own working places? This particular practice is called corporate gardening. It's an offspring of urban farming for the workspace, and it is growing all around the world. Corporate gardening practices are expanding everywhere, from small initiatives established by local communities to bigger public programs that encourage communities to create cultural integrative ecosystems, to models created by corporations for the well-being of their employees and the surrounding areas. Now, there are many examples around the world,
And in Luxembourg, the tendency is pretty much at its beginnings, but you can still find several examples of companies willing to add green spaces in their office buildings. The beauty of corporate gardens is the flexibility of the setup, depending on the different goals that the company can have while putting in place a corporate garden. Be it indoors in your office or lounge, or outdoors on the roof wall with or without greenhouses, serving as air fresheners, decoration, or to impact employees and clients alike, to grow produces for your employees, cantinas, or even the local market around the corner. The possibilities are unlimited and endless. However, I will not bore you now with the specificities of the setup, but rather with the motivation, the incentive that companies must have. For us, what's more important than the how is the goal that organizations will have in order to put in place a corporate garden. It is true that the private sector is being seen with suspicious eyes when interested in the subject. But our experience has shown that in many cases there is a genuine desire to act in order to mitigate climate change. And corporate gardens are a good start for both, actively mitigating climate change and acting for the well-being of the employees. It is also important to understand that goodwill is a good motivator. But putting in place a corporate garden requires an investment. Consequently, organizations tend to integrate corporate gardening into a business model, and it is their right to do so. And there are two main ways how to do it. One, you monetize the corporate garden, means you profit and make money out of it. Or two, you use it to minimize costs and expenses within the company. For example, by enhancing and improving the building or offices, air conditioning, decoration, and whatnot. This second and preferred way guarantees what we identified as the two main benefits why companies should and increasingly do invest into corporate gardens. First, the social benefits, meaning the benefits that they can achieve for the well-being of their employees. Not only will they be in a better mood, but also more productive. Studies have concluded that plants in the workplace reduce absenteeism from 15 to 5%. Plants lower the stress levels, and even that 15% more ideas are generated by people working surrounded by plants. These are clearly, of course, just some examples, but imagine that with an early investment on the long term, you could improve the productivity and image of your company, as well as the well-being of your employees. The second benefit is, of course, the environmental benefits, meaning the benefits that the putting in place of a corporate garden has to mitigate climate change and especially its benefits for the urban areas. Did you know that plants automatically create a humidity level matching the recommended human comfort range of 30 to 60%? Of course, they also provide fresh air, but they also remove up to 87% of air toxins in 24 hours. And especially for the offices in the urban areas and industrial zones, plants help to remove up to 78% of chemical residues from gasoline tanks. Of course, this is just a taste of what corporate gardens can do for a company and its employees. It represents just the beginning of a journey. We are talking not only about a trend and a sustainable practice that is growing all around the world, but also a change on the way how companies are seen and how they work. However, it is important to know that this is a change that must come from all of us. What Frederick and I wanted to show you today is the complexity of a subject like climate change, especially when entangled within the private sector, and that solutions are being developed and exist. It is just a matter of putting them in place. The importance of everyone, private and public, to tackle it by all possible fronts and also by many different angles is crucial, but it is more crucial to do it together. As Simon Sinek said, there are only two ways to influence human behavior. You can manipulate it or you can inspire it. This is what IMS strives to do in its daily work, inspiring companies, but above all, empower employees to make changes, including you.